ravie de te retrouver pour ce premier épisode du coup de Rencontre Énergie pour 2026. Donc on va aborder un sujet qui m'intrigue et me touche personnellement. Mais avant de le dévoiler, j'aimerais en savoir un peu plus du coup sur toi. Donc qui tu es toi Sandra aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je suis thérapeute en libération émotionnelle et mes outils, ça va être l'accompagnement transgénérationnel, le projet Sens, où on va aller explorer aussi tout ce qui est mémoire prénatale, intra-utérine et les premiers mois de vie. On va aussi aller balayer les blessures d'enfance et voir quelle trajectoire tout ça nous donne dans notre parcours de vie. Et on va aller travailler avec différents outils pour libérer les blocages, les freins et tout ce qui nous appartient pas forcément. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir thérapeute? Déjà, moi depuis toute petite, c'est un univers, tout ce qui est le subtil, tout ça, ça m'attire. Après, il faut quand même à un moment donné se construire et vivre et se mettre aussi en sécurité, donc une sécurité qui est illusoire, mais j'ai travaillé pendant 23 ans dans le commerce, jusqu'à ce que je n'y trouve plus de sens parce que j'ai ma meilleure amie qui en 2015 a déclaré une tumeur au cerveau. Et là, en fait, la quête de sens, elle s'est clairement remise au centre de ma vie. Elle est partie 1 an et demi plus tard et là je me suis dit bon, il faut vraiment changer de prisme, changer la vision de la vie que j'avais construite avec justement cette sécurité somme toute illusoire et remettre le sens et l'essentiel au centre. Et j'ai commencé des stages, des ateliers en développement personnel, spirituel, donc je suis un peu revenue et j'ai reconnecté à tout ce qui me faisait vibrer quand j'étais jeune. Et puis j'ai compris que pour être alignée ici et maintenant, il fallait travailler sur ses racines, parce qu'en fait tout ce qui vient de au-delà de nous déjà conditionne qui on est ici. Donc le transgénérationnel s'est ouvert et ça m'a semblé être une évidence et la voie qui m'appelait en tout cas. Voilà. Ok. Super intéressant. Et à quel moment le transgénérationnel est entré dans ta vie? C'était après que tu aies commencé les formations de développement personnel? Ouais. C'est vraiment dans le cadre d'un atelier où j'ai vraiment senti des blocages au niveau des racines et on m'a orientée à ce moment-là vers une thérapeute qui faisait du transgénérationnel et qui, le hasard n'existant pas, c'était en décembre et j'ai entamé sa formation qui démarrait en janvier 2022. Okay. Donc voilà, j'ai mis un pied réellement dans cet univers-là en janvier 2022. J'ai fait plusieurs formations sur 2 ans. Et puis d'autres formations sur les mémoires cellulaires, sur l'infothérapie, toutes ces choses-là, les constellations. Et aujourd'hui, j'alchimise tout ça pour créer mon propre accompagnement. Parce que je dis souvent, on n'est pas les autres et les autres ne sont pas nous. Et on a besoin de faire quelque chose qui nous ressemble. Et le fruit de tout ça a donné les accompagnements que je propose aujourd'hui. Et donc, ce qui différencie ton accompagnement des autres, je pense que c'est tous les outils que tu proposes. Oui, tous les outils. Alors il va y avoir, je l'ai dit, l'analyse transgénérationnelle, il y a le projet Sens, il y a les blessures d'enfance, et il y a aussi les constellations par le tracé systémique, qui est un outil innovant et super puissant. Je vais aussi intégrer tout ce qui est fréquence et tout ce qui est vibratoire dans mes accompagnements parce que les mots sont une vibration. Les mots viennent impacter, cette vibration vient impacter qui nous sommes, mais également tout ce qui est fréquence avec les bols de cristal, les diapasons, le tambour, et puis je vais aussi travailler avec tout ce qui est correction vibratoire à travers les fleurs de bac, les solarisations, etc. Enfin, il y a plein d'outils qui viennent en fonction du besoin du consultant. Oui, qui viennent se rajouter à purement ce que je fais. Et avec quel type de problématiques les personnes viennent te voir le plus souvent? Elles viennent souvent parce qu'elles se sentent bloquées. Okay. Sans forcément savoir nommer ou identifier l'origine du blocage. D'accord. Dans ce cas-là, bien sûr, on est sur du transgénérationnel et on va aller voir qu'est-ce qui alimente soit des schémas répétitifs avec des relations conflictuelles, des difficultés justement à réussir. J'accompagne des femmes, des hommes, des thérapeutes aussi. Et pour les thérapeutes, par exemple, ça se manifeste à travers une difficulté à se légitimer dans sa pratique, difficulté aussi à s'expanser. Et on va aller voir ce qui
bloque et ce qui crée des freins. Il y a des personnes aussi qui viennent et qui me disent écoutez, moi je comprends pas, j'ai tout sur le papier pour être bien et malgré tout ça ne va pas. En fait, il y a plusieurs profils et plusieurs objectifs. Mais ça peut être de la tristesse, de la colère inexpliquée, des peurs irrationnelles. Ok. Voilà. Et tout ça, c'est de l'héritage bien souvent transgénérationnel. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment souffrir des choses du coup qui ne nous appartiennent pas? Oui. On porte des événements de vie de nos générations qui n'ont pas été soit exprimés, soit intégrés et qui cherchent à travers les générations suivantes à être reconnus. Nous, on va pas forcément être au courant de ce qui s'est passé dans les générations précédentes, parce que y a aussi beaucoup de non-dits qui pèsent sur l'arbre généalogique, et c'est bien dommage. C'est là où il faut aussi que les gens comprennent que dire, c'est beaucoup plus salvateur que de faire de la rétention d'informations. Ne pas dire, c'est un poids en fait qu'on fait porter aux générations suivantes. Et du coup, il y a des personnes qui viennent me voir parce que, en effet, elles ont des schémas de vie qui se répètent. Nous, en séance, on va pouvoir faire le lien parfois avec des lignées de femmes qui se sont sacrifiées. Et la personne, elle est en répétition, elle est en loyauté, elle est en réparation. Donc il peut y avoir plusieurs notions autour de ce que la personne elle vit et qui réellement la fait souffrir, même si c'est quelque chose au départ qui ne lui appartient pas, mais qui vient s'exprimer dans son parcours de vie. D'accord. Donc elle, après, dans ses expériences et dans ce qu'elle va vraiment expérimenter dans sa vie, ça va venir valider ce que les générations n'ont pas réussi à dénouer et ce qu'elles n'ont pas réussi à exprimer ou à intégrer. Donc oui, réellement, on peut souffrir de ce qui ne nous appartient pas, puisqu'à travers nous, la mémoire, elle vient s'exprimer et se révéler. D'accord. Donc la trajectoire de vie qu'on va prendre, elle va être en réponse à ça, et on va créer nos propres blessures. Et du coup, si tu devais transmettre un seul message à ceux qui nous écoutent, oui. Ça serait lequel? Ce serait que ce que l'on ressent a du sens. Parce que parfois, on arrive en séance et, je l'ai dit, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi il y a des réactions inexpliquées, irrationnelles, pourquoi parfois les personnes elles essayent de se dépatouiller et de sortir de certains schémas qui leur conviennent pas. Et malgré elles y retournent, elles reproduisent, malgré ce qu'elles entreprennent en termes de travail personnel, il n'y a pas forcément le résultat escompté. Donc c'est pas qu'elles sont pas assez fortes, c'est pas qu'elles sont défaillantes, c'est juste que c'est quelque chose qui les pilote et qui ne leur appartient pas. Et ça, il faut vraiment poser la conscience dessus pour venir y mettre déjà de la douceur et de la bienveillance pour arrêter de se responsabiliser, de se culpabiliser. Alors, j'aime bien cette phrase. On n'est pas coupable, mais on est responsable. On est responsable, en fait, de ce qu'on fait. Et de cet héritage transgénérationnel, on l'a tous, mais à un moment donné, comment on choisit de le transmuter, comment on choisit d'en faire quelque chose de plus vertueux et d'en faire un potentiel et une force et non pas quelque chose qui vient nous mettre à terre. Donc vraiment, si j'ai une chose à dire aux gens, c'est ce que vous ressentez a du sens et ne vous brimez pas, ne vous flagellez pas, ne vous culpabilisez pas, mais par contre passez à l'action. Passez à l'action et venez voir en fait ce qui se joue derrière. Super message, merci beaucoup. Donc avec tout ce qu'on a parlé maintenant, je pense qu'on devine un peu, on va dire, le cœur de l'interview, qui est du coup le transgénérationnel. Donc on va commencer simplement. Quoi exactement le transgénérationnel? Donc le transgénérationnel, ça va être les mémoires de nos ancêtres, des mémoires traumatiques, émotionnelles, qui vont se transmettre de génération en génération. C'est tout ce qui ne va pas être exprimé, dit, reconnu, vraiment vécu et intégré, et qui va chercher à se résoudre à travers les générations suivantes. Donc on va pouvoir exprimer une colère qui n'a pas pu être reconnue à un moment donné. Un aïeux qui a vécu l'échec, il va transmettre peut-être aux générations suivantes la peur de réussir, ou justement la peur de l'échec. La personne ne va peut-être pas s'autoriser à dépasser la mémoire de l'ancêtre non plus en loyauté. Et vraiment, ces mémoires transgénérationnelles, ça va venir conditionner qui on est. Ça va venir
venir conditionner nos émotions, et nos émotions, elles régulent tout. Donc ça va venir influencer nos réactions, nos comportements, nos choix, et cette programmation inconsciente, elle va fonctionner comme un GPS. Donc le GPS, qu'est-ce qu'il fait? Pour aller d'un point A à un point B, il va vous faire prendre la ligne droite la plus courte. Si vous, à un moment donné, vous avez envie d'aller expérimenter des choses par vous-même en prenant les chemins de traverse, le GPS, il va toujours vous remettre sur l'axe de programmation initiale. Et la mémoire transgénérationnelle, c'est ça, c'est votre programmation GPS qui va venir vous conditionner avec des croyances, des limitations, des loyautés, des fidélités, etc. et qui va vous empêcher en fait de vous accomplir pleinement et en accord surtout à qui vous êtes, puisque vous allez être en quelque sorte parasité par des mémoires qui ne vous appartiennent pas, mais qui cherchent à être résolues à travers vous. Donc la mémoire transgénérationnelle, c'est ça. C'est la programmation GPS qu'il faut venir reconditionner pour permettre d'avoir une expression qui corresponde vraiment à la trajectoire qu'on veut donner à sa vie et non pas nager à contre-courant et s'épuiser au bout d'un moment de toute façon. De pouvoir être l'expression de soi finalement. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui peut se transmettre d'une génération à l'autre ? Il y a plein de choses qui peuvent se transmettre. Il peut y avoir de la colère, de la peur, liée justement à des générations qui ont connu la guerre. Donc il peut y avoir des peurs irrationnelles, les colères parce que justement on n'a pas été reconnu, entendu. Et à un moment donné, aujourd'hui, il y a peut-être une génération qui va avoir besoin pour prendre sa place de s'exprimer avec force et avec violence. On le voit aussi à travers ces générations qui ont dû fuir leur pays parce qu'à un moment donné, il y avait aussi un enjeu vital. Donc au-delà du fait que ça crée des peurs, il y a aussi ce côté où on déracine et on arrive dans un pays où du coup il faut se faire petit, il faut pas faire de vagues, il faut ne pas trop se montrer et ça va pouvoir se traduire à travers les générations suivantes avec des personnes qui vont toujours avoir peur de déranger, qui vont avoir du mal à trouver leur place, qui ne vont jamais se sentir bien où qu'elles soient. Et puis il y a aussi les deuils non faits. Donc par exemple dans les générations, si dans les lignées il y a des deuils d'enfants, c'est le plus marquant, qui n'ont pas été faits, et ça peut créer des problèmes de fertilité ensuite dans les générations suivantes. Il y a des femmes qui viennent, qui ont des difficultés à avoir des enfants et il n'y a rien de physiologique. Mais c'est une mémoire en fait qui vient bloquer parce que dans les générations précédentes, il y a eu quelque chose d'insupportable et d'insurmontable sur la perte d'un enfant et ça vient réactiver une mémoire qui fait que inconsciemment, ça vient bloquer la possibilité d'avoir un enfant parce qu'il y a cette notion inconsciente d'avoir peur de reproduire quelque chose. D'accord, ça a été trop douloureux par le passé. Exactement. Ok. Donc on crée des blocages aussi inconscients parfois. Et s'il y a une mémoire d'échec, j'ai dit tout à l'heure, la personne elle peut s'empêcher de réussir et de briller. Par loyauté à sa génération passée. Parce que on est fidèle et surtout on ne dépasse pas ou même on l'a souvent entendu ça mais du coup on le porte, c'est oui dans la famille pour y arriver il faut souffrir, il faut faire beaucoup d'efforts et on est conditionné avec ça et on porte ça. Et on se dit de toute façon, je peux pas réussir, sauf si je me sacrifie, sauf si je me tue à la tâche, voilà. Est-ce que tout le monde du coup est concerné par le transgénérationnel ? Oui, tout le monde. On a tous nos valises, nos bagages. Après, l'idée, encore une fois, c'est de jeter la pierre à personne, parce que on se rend compte que chacun a fait comme il a pu, avec ce qu'il avait, avec le contexte de vie qu'il a eu. Et vraiment, l'idée, c'est pas d'apporter un jugement ou de chercher une responsabilité, c'est vraiment de venir mettre en lumière, apaiser justement ces mémoires qui demandent à être vues et ouvrir un espace pour pouvoir s'exprimer pleinement sans être parasité par tout ce qui nous appartient pas. Mais oui, tout le monde a ses bagages. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a du positif. Nous, en séance, on va voir le négatif parce que forcément, on vient voir ce qui nous bloque et on touche pas à ce qui est positif. Mais nos générations, elles nous ont aussi donné beaucoup de force, beaucoup d'engagement, beaucoup de tendresse, d'amour. Donc, rien que pour les blocages, mais ils nous ont donné aussi des choses positives qui ne nous bloquent pas. Ouais, exactement, qui sont des ressources, absolument. Oui. Donc il faut pas oublier ça. Quelle est la différence du coup entre le transgénérationnel, le karma et les mémoires cellulaires ? Le transgénérationnel, on va vraiment être sur un héritage familial. Donc l'histoire familiale et les mémoires et l'histoire de la famille, qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi ? Le karma, on va être sur les vies antérieures.
Ok. Donc, sachant que de toute façon, tout est lié, puisqu'on vient s'incarner dans la famille parfaite pour soi, pour venir régler ce qui n'a pas été réglé dans les vies passées, ou rééquilibrer justement ce qui a été fait dans les vies passées. Et on s'incarne toujours dans la famille parfaite pour soi, pour venir expérimenter et régler des blessures, etc., qui demandent à être apaisées. Mais le karma, ça concerne du coup plus les vies antérieures. Et la mémoire cellulaire, ça va être en fait la combinaison de tout ça et au-delà. La mémoire cellulaire, on est un grand ordinateur de bord dans lequel est stocké justement toutes les expériences et les émotions, vécues ou non par soi, et qui à un moment donné vont venir s'exprimer et se réactiver. Donc là, la mémoire cellulaire, ça va comprendre le karmique, le transgénérationnel, mais aussi nous, le projet sens, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi nous, la manière dont on va venir l'expérimenter dans notre vie, et les blessures du coup qu'on va créer en lien avec notre expérience, qui sont des mémoires qui se réactivent, mais qui vont aussi à un moment donné devenir nos propres blessures et nos propres nœuds émotionnels. Est-ce que nos blocages ils peuvent venir de personnes qu'on n'a jamais connues? Oui. Ça peut être des arrière-arrière, ou même encore plus loin. Oui. Ok. Nous, en séance, on monte jusqu'à la 3e génération. Pourquoi ? Parce que c'est là où on peut encore avoir des infos. Ou alors après, vraiment, il faut se mettre en quête de l'histoire familiale et aller mener sa propre enquête. Néanmoins, on va quand même voir le terreau. Donc le terreau, c'est tout ce qui est après la 3e génération, donc qui remonte au-delà. Et on va voir quelle est la toile de fond des émotions de la lignée. Donc ça peut être justement un manque d'estime, ça peut être des peurs, ça peut être des regrets, de la culpabilité, bref. Mais c'est vrai qu'on va remonter jusqu'à la 3e génération, ça veut pas dire que les générations d'avant ne nous ont rien légué, puisque de toute façon, les enfants de ces générations-là sont forcément transmettre des choses et on est le fruit de tout ça. Donc bien sûr que même des personnes qu'on n'a pas connues peuvent nous léguer des choses. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que comme on va travailler sur un axe émotionnel en séance, même les personnes qui n'ont pas connu leurs ancêtres, parce que des fois, il y a des personnes qui connaissent pas soit le côté papa, soit le côté maman, soit des fois les deux, ou qui ont beau connaître et qui n'ont pas forcément d'infos, parce que il y a beaucoup justement de non-dits ou de taiseux dans certaines générations. Pour autant, on peut quand même engager un travail, puisque si on met pas en face d'une émotion un événement, on va quand même pouvoir travailler sur l'émotion. L'événement, lui, il est là pour mettre en lumière l'émotion qu'on porte et qui demande à être travaillée et à être apaisée. Je précise parce que c'est vrai que des personnes parfois me disent « mais moi, je connais pas mes parents ou je connais pas l'histoire de ma famille ». Pour autant, c'est pas un blocage. On peut aller quand même apaiser l'héritage émotionnel qui a été transmis. Ok, oui, donc si quelqu'un par exemple ne connaît pas son père biologique, ça peut, on peut aller travailler. Oui, on peut aller travailler, bien sûr. Ouais. Peut-on répéter des schémas familiaux sans même en être conscient? Oui, puisqu'on le disait tout à l'heure, un aïeux, c'était l'aîné de la famille, il était destiné à aller travailler au champ, et du coup, il n'a pas eu la possibilité de faire la carrière ou les études qu'il voulait. On peut rencontrer quelqu'un qui, du coup, ne va pas s'autoriser à exprimer ce qu'il a envie de faire, ou qui, lui, dans son schéma personnel, va se reconditionner par rapport à ce que veulent ses parents, et non pas par rapport à ce que lui a envie de venir exprimer. Donc oui, pareil, il y a des relations conflictuelles. Dans les couples, par exemple, j'ai des hommes ou des femmes qui reproduisent des schémas qui se retrouvent déjà dans les générations précédentes. On n'en a pas forcément conscience. Non, on n'en a pas forcément conscience, mais oui, on le vibre, donc finalement, on le vit. À partir de quand le transgénérationnel devient un vrai frein dans la vie? Quand il empêche vraiment de se réaliser. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la première étape, quand on sent qu'il y a des blocages, comme je disais tout à l'heure, sans pouvoir forcément nommer d'où viennent ces blocages. Parfois, on a identifié, mais pour autant, on me dit, ok, maintenant j'en fais quoi? Et c'est là où nous, on va venir travailler sur tout ça. Après, ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à la maladie qui se déclare, pour des personnes justement qui ne s'autorisent pas à prendre leur place et qui vont du coup se sacrifier, s'oublier et qui vont pas être à l'écoute. La maladie, elle est là pour délivrer un message et elle est là pour venir, alors c'est paradoxal ce que je vais dire et ça peut être compliqué pour certains à entendre, mais ça va être un moyen de survie en fait, qui est déclenché par le corps pour venir poser une alerte et dire là il y a quelque chose qui va pas et qui a besoin d'être rectifié. Moi, j'ai des personnes en C1 qui sont venues me voir en séance et pour qui la maladie, ça a été une possibilité pour eux de se choisir. Ok. Oui, on remet, quand c'est souvent des graves maladies, on va tout remettre un peu, on va dire en cause. Ouais. D'accord. Oui.
Et puis du coup, ça leur a permis presque de s'excuser de ne pas pouvoir continuer à être aussi disponibles et sacrificiels dans leurs relations ou dans leur travail. Ça peut aller loin parfois. Ouais. Les dépressions, les burn-out, c'est pareil. C'est des appels en fait du corps quand on est allé trop loin et qu'on n'a pas su entendre l'appel. Oui. Derrière tous les signes précurseurs. Absolument, oui, c'est ça. Et ça peut être aussi, par exemple, on a une problématique, on va aller la travailler chez différents thérapeutes, et puis ça va quand même être là. Oui. Et donc là, on peut se dire, ok, c'est du transgénérationnel. Oui, ça m'appartient pas. Il y a quelque chose qui va au-delà de ce que moi je peux engager, et il y a quelque chose qui demande à être travaillé, oui, au-delà de ce qui se joue pour moi en fait. Donc maintenant qu'on a bien compris ce qu'est le transgénérationnel et de quand il peut devenir un frein, j'aimerais qu'on regarde comment ça se manifeste concrètement dans nos vies. Donc quels sont les signes les plus courants d'un blocage transgénérationnel? Les signes les plus courants, c'est que justement on va être son propre frein, on va avoir des croyances limitantes, on va avoir des conditionnements qui font qu'on n'arrive pas à dépasser certaines peurs, on va pouvoir encore une fois s'auto-saboter aussi, ça c'est quelque chose de fréquent que je rencontre fréquemment, et on ne va pas aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend, de ce qu'on souhaite, on est dans des schémas répétitifs aussi, enfin voilà, dans ce genre de choses. Et pourquoi on répète souvent les mêmes schémas, que ce soit dans nos relations ou notre vie pro? Encore une fois, les mémoires transgénérationnelles, tant qu'elles ne sont pas vues, les mémoires transgénérationnelles cristallisées, tant qu'elles ne sont pas vues, reconnues, tant qu'elles n'ont pas trouvé un chemin d'expression, elles vont se répéter. Ça va être des mémoires qui vont rester en veille et qui vont se réactiver dès qu'il va y avoir une situation qui va faire écho et à travers laquelle elle va pouvoir trouver un chemin de résolution. Dans la mesure où, on dit souvent, on attire ce qu'on vibre. Quand on vibre quelque chose qui ne nous appartient pas forcément, on va forcément attirer quelque chose qui est en réponse à ça. Donc la trajectoire qu'on va vouloir donner, ça va pas forcément être en réponse à qui on est, mais à ce qu'on vibre inconsciemment. Donc on va pouvoir attirer à nous des personnes ou des événements qui vont être en lien avec ces mémoires, qui nous habitent, ou on va nous pouvoir naturellement aller vers des gens ou des expériences qui, on sait qu'on va dans le mur, mais c'est plus fort que nous. Donc on peut justement avoir des répétitions d'échecs sentimentaux ou professionnels ou et donc tant qu'on n'a pas pris conscience. Tant qu'on n'a pas pris conscience, mais ça va au-delà de la conscience, c'est que tant que vibratoirement parlant, on n'est pas venu réharmoniser ça, rééquilibrer ça, il y a quelque chose en nous qui continue à vibrer sur cette fréquence et qui va continuer à attirer en fait l'événement ou l'individu qui va nous permettre de travailler sur ce qui demande à être libéré. Parce que l'autre, il est jamais là pour nous embêter, il est toujours là pour venir nous montrer ce qui se joue et ce qui demande à être apaisé. Est-ce que ça peut impacter la santé ou le corps? Malheureusement, j'ai souvent des personnes qui ont eu des signaux précurseurs et qui n'ont pas forcément été à l'écoute. Encore une fois, elles vont au-delà parce qu'elles ont cette loyauté ou ce côté sacrificiel et elles sont vraiment pas à l'écoute de ce qui se passe dans leur corps et à un moment donné, le corps, à force d'envoyer des signaux, il va manifester vraiment le déséquilibre à travers la maladie. Donc ça peut être une simple entorse à la cheville, ça peut être une dépression ou un burn-out si on est allé vraiment trop loin, et ça peut être des maladies comme des cancers ou autres. Et en fait là c'est pareil, la maladie ça va être un message et une ressource utilisée par le corps pour tenter de revenir à l'équilibre. Ça me fait penser à souvent, tu sais, on dit par exemple les cancers du sein, oui c'est de génération en génération, faut faire attention. Est-ce que du coup ça peut pas être quelque chose de transgénérationnel? Alors il y a bien sûr un facteur et un territoire, un terrain génétique, mais pas que. Donc il faut en effet être à l'écoute. Et c'est pour ça que c'est aussi important de faire ce travail sur soi et de pas laisser les choses s'installer et se cristalliser et se répéter. On voit bien de toute façon, quand ça se répète, c'est généralement de plus en plus violent, ça prend de plus en plus d'importance pour nous faire comprendre que cette fois-ci c'est le moment d'agir. Et
quand on continue à mettre sous le tapis et à pas regarder dans la bonne direction parce que ça nous arrange pas ou parce qu'on a peur ou peu importe, à un moment donné, le corps il va chercher des ressources pour signaler que là, oui, il y a une grosse problématique et qu'il est temps de la regarder. Et est-ce que les enfants, du coup, ils peuvent porter des mémoires familiales? Oui, et les enfants, ce sont d'excellents baromètres et ils manifestent beaucoup, les enfants. Un enfant, par exemple, qui va se réveiller souvent la nuit, qui va dormir peu, les parents, ils arrivent là, ils sont éreintés. Et en fait, ça peut être la manifestation dans les générations de pertes d'enfants qui font que le parent porte ça, consciemment ou inconsciemment, et il peut avoir peur que son enfant décède à son tour, la perte de l'enfant, et l'enfant, lui, il va comprendre et savoir et capter ce qu'il ne sait pas en fait. Les enfants, pour ça, ils sont formidables, et il va manifester à travers le fait de se réveiller en permanence, le fait de papa, maman, ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis en vie, vous pouvez être rassurés, sauf que pour les parents, ça se manifeste par des insomnies, des choses comme ça. Mais les enfants, de la même manière, ce sont des messagers. Ils viennent exprimer de façon très naturelle et spontanée les choses qui se jouent et dont on n'a pas forcément conscience. Ils viennent vraiment mettre le doigt sur des choses intéressantes, les enfants. Ce sont de grands révélateurs. Donc en fait, quand on est avec déjà les mémoires familiales en nous. Ah oui, de toute façon, dans le projet Sens, on n'a encore rien fait, rien expérimenté dans notre vie, et on a déjà dans notre baluchon les mémoires transgénérationnelles de nos ancêtres qui n'ont pas été résolues. À la conception, on monte dans le train, on fait le voyage pendant les 9 mois là, de grossesse, et quand on arrive sur le quai de la gare, le jour de notre naissance, on a des valises qui nous attendent, le bagage papa, le bagage maman, et on part dans la vie avec ça. Donc il y a déjà des choses qui viennent de toute façon s'inscrire. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir que dans une fratrie, qu'on soit 2 ou 10, on n'a pas tous hérité du même bagage, puisque à situation égale, on ne va pas du tout réagir de la même manière. Les choses vont pas nous faire réagir pareil en fonction de l'individu, et on n'aura pas non plus la même trajectoire de vie. Par rapport aussi au karma Oui, par rapport au karma, mais simplement par rapport au transgénérationnel déjà. Parce que on va pas hériter des mêmes mémoires et on va pas être la même ressource pour les générations pour venir exprimer certaines choses. Pareil, un enfant où il y a des générations où on a demandé de pas faire de bruit, de se taire, de se fondre dans la masse, etc. On peut être face à des enfants qui du coup sont super sages, ne font pas de bruit. Alors autant un enfant qui perturbe un petit peu le calme ambiant, ça peut être une problématique, je mets des guillemets à problématique, mais une problématique pour les parents. Autant un enfant qui est très sage, qui ne dérange pas et qui reste dans son coin, ça vient manifester autre chose. Est-ce qu'un échec ou une peur peut venir d'un ancêtre et pas de nous? J'avais une cliente qui avait son grand-père à qui on avait cédé une affaire. Vraiment, il n'y avait pas de descendant et la personne lui avait cédé l'affaire. Et en fait, il n'a pas réussi à la pérenniser et à la faire prospérer. Et il y a eu une faillite. Et elle portait, elle, cette mémoire d'échec. Alors, culpabilité, échec, donc il y avait aussi plusieurs choses qui venaient se superposer. Et elle s'interdisait de réussir. Donc, oui, les mémoires qu'on porte, elles conditionnent, mais au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Ou même un enfant qui est conçu pour venir réparer un couple, par exemple. Si jamais le couple ne tient pas au final, mais l'enfant, il va porter une notion de mission non accomplie et d'échec. Et lui, dans sa vie, ça va être très compliqué pour lui de construire une vie de couple. Ça peut être aussi une réponse à des lignées où il y a eu des difficultés dans les couples. Là, on s'interdit d'être heureux, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, comment savoir ce qui nous appartient, nous, et ce qui ne nous appartient, du coup, pas, qui est en ligne rationnelle au final? Ça, on le voit en séance. On voit en séance quelle est l'émotion qui demande à être vue sur la séance, et on va voir ce qui appartient aux lignées, qu'est-ce qui alimente dans la lignée cette émotion-là, et qu'est-ce qui est venu s'exprimer chez nous dans notre parcours de vie, et de quelle manière. Donc soit une mémoire qui se réactive, et là on est dans le transgénérationnel, on vient quand même travailler dans son parcours de vie, et ce qui est venu donc se traduire pour nous. Mais parfois en séance, on se dit on part sur du transgénérationnel, et finalement ce qui vient c'est ah ben non, aujourd'hui on va venir travailler sur une mémoire qui t'appartient, parce que pour venir après continuer à travailler sur ce qui a besoin d'être vu, on ne travaille pas forcément de manière chronologique.
Donc on va pouvoir au départ aller sur les générations, après il va falloir venir voir ce qui se passe précisément à tel endroit, donc par exemple dans le projet Sens, et puis revenir à un moment donné sur un âge clé, mais la personne elle était peut-être pas en capacité d'y aller au moment où on a démarré, et d'avoir travaillé, ça va permettre de poser des bagages et puis de dire ok, maintenant là je suis prête à aller voir telle problématique qui donne encore une autre dimension à ce qui n'avait pas été forcément livré avant. Donc c'est un peu le corps qui choisit complètement sur le moment la problématique. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a des personnes qui n'engagent pas le travail parfois parce qu'elles ont peur de ce que ça va pouvoir remuer. Et j'ai souvent cette question de mais Sandra, à quoi ça sert d'aller chercher ou remuer ce qui n'est pas forcément manifeste. Alors déjà, ça peut être manifesté d'une autre manière, mais qu'on n'a pas identifié. Et surtout, le corps et le cerveau sont bien faits. Donc c'est pas parce que on a compartimenté et qu'on a mis au placard ou que des générations ont mis au placard que ça n'est pas là et que ça ne vibre pas et que ça ne fait pas son œuvre. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas et que ça n'impacte pas. Pour moi, aller voir, c'est essentiel pour encore une fois se libérer de ce poids-là qu'on traîne et voyager plus léger. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est que la personne en face, elle va driver la séance. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je disais, il faut pas avoir peur d'engager le travail parce que on n'ira jamais au-delà de ce que la personne est prête à aller voir. Puisque c'est elle, en fait, qui va nous amener exactement là où elle est prête à aller et là où il faut venir faire sauter des verrous pour passer à l'étape suivante. Il y a plusieurs façons de réagir à des séances. Parfois, on peut avoir un coup de mou, parfois un coup de moins bien, parfois on peut avoir un regain d'énergie, parfois on peut rien voir de spécial. Pour autant, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Mais en tout cas, même quand on peut avoir des coups de mou ou des coups de moins bien, il faut aussi accepter d'accueillir ce qu'on a refoulé pendant des années. Et là aussi, on est fortement conditionné chacun à ne pas se laisser envahir par les émotions. Des fois, aujourd'hui, on vous demande comment ça va, mais on n'attend pas forcément la réponse, et la vraie réponse. Et même aux enfants, on le voit, oui, bon, allez, c'est bon, relève-toi, ça va aller. Non, en fait, on nous a conditionnés à oublier d'accueillir nos émotions. Et dans le travail qu'on fait, le job, c'est d'accueillir justement ces émotions. Celles qui nous appartiennent pas et celles qui nous appartiennent. Et parfois, ça peut être challengeant. Mais quelle que soit la résultante, la personne nous aura amené là où elle a besoin d'aller. Donc, même si c'est un peu chamboulant, c'est précisément ce qu'il lui faut pour passer à l'étape d'après. Tout à l'heure, tu disais que des fois on a peur d'aller remuer, on va dire, le passé par loyauté. Je me demandais, par rapport, tu sais, au secret de famille, est-ce que ces personnes ne peuvent pas aussi se dire j'ai peur de trahir mes ancêtres parce que si elle est partie, elle ne pouvait pas le dire, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison. Alors oui, mais ça on le voit régulièrement en effet. Le truc c'est que ça va peser, ces non-dits, ça pèse. Quelqu'un par exemple qui, son père était pas son père, ou les parents sont pas les parents de sang. Et c'est des personnes qui ont des difficultés à vraiment trouver leur identité, qui comprennent pas forcément pourquoi. C'est des personnes qui vont avoir du mal à trouver leur place, qui vont avoir des difficultés à reconnaître leurs valeurs et qui ont le sentiment de ne jamais être reconnus par l'extérieur. Donc on est d'accord que c'est jamais facile de venir dire à quelqu'un, écoute, en fait, ton père, c'est pas vraiment ton père, ou on t'a adopté et en fait on voulait pas te le dire pour pas te bouleverser et que ça crée un tsunami dans ta vie, mais finalement la personne elle va vivre ses non-dits d'une autre manière et il faut se rendre compte que finalement on lui rend service en lui donnant la vérité. Et quelque part, on doit la vérité aux personnes. La seule chose que ça renvoie, c'est surtout par rapport à soi, parfois la honte, parfois la culpabilité, le fait aussi d'assumer ce qu'on a pu faire et dont on n'est peut-être pas très fier parce qu'on a peur du jugement de l'autre. Mais vraiment, le fait de le poser, ça vient donner un sens à tellement de choses qu'il y a un côté où ça libère. Alors je dis pas que ça résout tout, et en séance on travaille dessus, mais en tout cas ça met du sens. Ça met du sens sur le pourquoi. Ça met du sens sur le fait que, ok, donc je comprends pourquoi c'était si compliqué pour moi de reconnaître ma valeur, pourquoi c'était si compliqué pour moi de prendre ma place, pourquoi j'avais toujours besoin de l'aval des autres et que même quand on me disait que tout était parfait, j'avais quand même ce sentiment d'être illégitime. On s'imagine pas à quel point les non-dits
pèse sur l'arbre généalogique en fait. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'on est issu de générations où il valait mieux pas dire, parce que la honte, encore une fois, la culpabilité, le ci, le là, et aussi la protection. On voulait protéger les personnes par amour. Mais aujourd'hui, moi je dis par amour, on leur doit la vérité. Et donc, une fois qu'on a commencé à identifier ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas, la question qui se pose naturellement, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut vraiment du coup se libérer des mémoires transgénérationnelles? On les apaise. Parce que malgré tout, ça fait partie de notre histoire. Donc l'idée, c'est pas de renier. Et ça aussi, inconsciemment, il peut y avoir cette peur parfois de renier sa famille, de renier l'histoire familiale, et qui vient renforcer ses loyautés. En fait, ce n'est pas trahir que de venir travailler sur ses mémoires familiales. Je le dis parce que parfois, dans les croyances inconscientes, on peut se dire, si je libère, je trahis. Si je me débarrasse en fait du package, du fardeau, je renie mon histoire et je trahis ma famille. En fait, ma vision des choses, c'est qu'on apaise. Je dis souvent, on vient nous voir, on est à un moment de sa vie où on a besoin de prendre de la hauteur. En fait, chaque thérapie qu'on va initier, c'est une opportunité de plus de s'élever, d'ascensionner et de passer au palier suivant. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et du coup, là, à chaque fois qu'on va venir faire un travail sur ces mémoires transgénérationnelles, ce qu'on porte et la manière dont ça se manifeste, on va se permettre de franchir un palier supplémentaire. L'univers, il est très joueur aussi, et il vient souvent appuyer là pour voir où on en est. T'en es où de cette blessure? T'en es où de cette mémoire? Est-ce que c'est vraiment réglé? Et en fait, on se rend compte que c'est pas tant la mémoire en soi qu'on a effacée, qu'on a balayée de l'histoire, pas du tout. C'est plutôt notre manière de réagir qui va être différente. Et c'est là où on se rend compte qu'on a apaisé des choses et qu'on a pris cette hauteur qui fait que ces mémoires émotionnelles, en fait, comme elles ont été reconnues, elles ont été vues, et elles prennent moins de place, elles prennent moins d'espace. Donc pour moi, on vient vraiment apaiser. Alors c'est vrai que le terme libérer, il est sympa, mais pour moi, on vient vraiment apaiser quelque chose, et on vient se permettre de prendre de la hauteur, et faire en sorte que tout ça, ça ait moins d'impact sur nous, jusqu'au moment où on a pris suffisamment de hauteur pour que ça n'en ait plus. Ok. Donc les choses, pour moi, elles se font par étapes. Je parlais tout à l'heure de choses qui n'ont pas été reconnues, vues, intégrées. Il faut aussi prendre en compte le fait que une fois qu'on a monté en conscience et qu'on a compris, il faut aussi accepter de laisser le temps de l'intégration au cœur. Parce que on ne peut lâcher que ce qu'on a monté en conscience, compris, mais aussi intégré. On ne peut pas lâcher ce qu'on n'a pas compris et ce qu'on n'a pas intégré. Oui. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui viennent et qui disent « Ok, mais moi, il y a des choses que j'ai identifiées et maintenant, l'intégration n'a pas encore été faite. » Oui, c'est comme un deuil en fait. Mais oui, il y a plusieurs étapes. C'est pour ça qu'il faut aussi arrêter de penser, là je vais peut-être péter une croyance, qu'il y a une méthode magique. En fait, il faut accepter de se laisser le temps. Et en fonction de chaque personne, chacun est unique, et le temps d'intégration d'une personne à l'autre ne sera pas le même. Et il faut aussi accepter de se laisser envahir par ses émotions. Moi, je dis qu'il faut être vraiment prêt et courageux aussi, mais courageux dans le bon sens. C'est que vraiment, on va venir se délester de sacs qui nous retiennent au sol. Je prends souvent l'exemple de la montgolfière. Et en fait, en séance, on va venir se délester de ces sacs-là qui nous appartiennent pas pour beaucoup. Et puis à un moment donné, on va aussi aller lâcher ce qu'on s'est approprié. Et on va prendre de la hauteur. Et cette hauteur, elle va nous permettre de voir le paysage sous nos pieds de manière différente. C'est pas l'histoire de notre vie qui a changé. C'est la manière dont on la regarde et c'est le regard qu'on y pose. Ok. Donc c'est vraiment ça. C'est se donner l'occasion d'apaiser, prendre de la hauteur pour que ça ait moins d'impact sur nous. Et par quoi commencer quand on sent que ça ne nous appartient pas? Pour te voir. Oui, de toute façon, aller engager un accompagnement transgénérationnel, pour moi, ça a été la base de tout. Et du coup, oui, j'engage les gens vraiment à venir voir ce qui se joue pour eux derrière le voile, j'ai envie de dire. En quoi les constellations ou le travail énergétique, ils peuvent aider aussi Les constellations, on va venir mettre en lumière ce qui a besoin d'être vu,
et non pas ce qu'on a envie d'aller voir. Mm. Et en fait, on va aller voir le système qui s'est mis en place et de quelle manière ça s'exprime et de quelle manière ça organise tout ce qu'on vit. Les constellations, moi je trouve ça intéressant en complément en tout cas de ce que je propose. Moi encore une fois, je travaille avec les constellations par le tracé systémique. Comme on travaille à l'aveugle, on ne sait pas qui ou quoi va venir se jouer et se dessiner derrière les numéros que je vais demander aux personnes de mettre en place et de venir incarner. Il n'y a pas de projection du mental. Ça permet vraiment, on le voit, de venir lever le voile sur certaines croyances qu'on pouvait avoir. En fait, on pense qu'on en est là et en fait, on est ici. Et ça permet de voir encore le chemin qu'on a à parcourir. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans les constellations, c'est que le système, finalement, il y a un mouvement qui se remet en marche et ça vient vraiment remettre du mouvement. Le corps, en fait, il sait ce dont il a besoin pour revenir à l'équilibre. Et à travers les constellations, il y a quelque chose qui va continuer à se travailler, à se jouer et à se réorganiser au-delà du travail qu'on va faire en constellation. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est faire un travail transgénérationnel. On va venir identifier vraiment après les points à venir travailler précisément. Et c'est là où c'est intéressant ensuite de basculer avec de la constellation. Et ensuite, peut-être de l'énergétique. Alors, de l'énergétique, oui, mais moi, j'intègre déjà l'énergétique, en fait, dans mes séances. Alors, je fais aussi du soin énergétique et des séances d'urgence émotionnelle quand il y a vraiment un choc ou quelque chose à venir travailler en urgence. Mais dans mes séances d'accompagnement transgénérationnel, on vient aussi travailler avec l'énergétique, avec le vibratoire et avec tout ce qui est fréquence. C'est déjà intégré pour moi dans mon accompagnement. Ok, donc ça vient, on va dire, finir le travail. Oui, exactement. Ok. Oui. Est-ce qu'on peut libérer toute une lignée en se libérant soi-même? Alors là, c'est pareil. Il y a plusieurs discours. Moi, je pense qu'on vient apaiser, oui, des mémoires et des lignées, du coup. Quoi qu'il en soit, et je parle notamment pour les descendants, parce que ceux qui sont plus ici, ça va rien changer pour eux, mais ça va changer pour soi. Pour nos parents, nos grands-parents qui sont encore ici, forcément, on vient nous bouger nos lignes. Donc ça vient forcément dans le vibratoire changer, bouger les lignes des autres, même si c'est pas eux qui ont fait un travail sur eux. Puisqu'on vient apaiser quelque chose, il y a forcément un impact positif sur ceux qui sont à l'origine, j'ai envie de dire, de ces mémoires-là. Et ça va avoir un impact positif sur ceux qui suivent, puisque forcément que nous, on va changer quelque chose chez nous qui n'aura plus d'impact sur la génération suivante. Ça ne veut pas dire pour autant que la génération suivante, elle aura rien à faire. Oui. Et que la génération du dessus, elle peut pas entamer un travail sur elle. En fait, c'est là où ça me dérange un peu cette notion de on libère la lignée avant et la lignée après, comme si, encore une fois, c'était quelque chose de magique et de définitif. En fait, chacun a quand même son parcours de vie et a son travail à faire sur ce qu'il est venu vivre et expérimenter ici. On fait un travail pour soi déjà. Oui. Et ça aura forcément un impact positif sur les générations d'avant et les générations d'après. Pour autant, on ne fait pas d'ingérence. Donc, ce que les générations ont à vivre, elles doivent aussi venir faire un travail là-dessus. Parce que sinon, ça veut dire que les générations suivantes, nos enfants, sont tranquilles. Plus rien à faire, mais pour autant, elles vont... alors bien sûr, ce qui a été apaisé, ça n'a plus d'impact. Ça ne veut pas dire qu'eux n'arrivent pas avec, encore une fois, en lien avec le karma, etc., qu'elles n'arrivent pas avec leurs propres expériences à faire. Mais on le voit dans la vie de tous les jours. Quand on a des enfants, on veut leur éviter de souffrir, on veut leur éviter de prendre des murs, mais soit on fait de l'ingérence, et du coup on les empêche d'expérimenter ce qu'ils sont venus vivre, ou alors on les laisse vivre ce qu'ils ont à vivre, et puis ils comprendront en essayant quand même de border pour que ce soit le plus doux possible. Mais clairement, on comprend aussi de nos expériences. Oui, il y aura toujours des choses à apaiser. Donc il y aura toujours des choses à venir régler. Voilà, ouais. Mais après, évidemment, que ce qu'on vient apaiser, ça a un impact positif sur les lignées d'avant. Il y aura peut-être moins que ça a apaisé pour les lignées d'après. Oui. Et est-ce qu'on peut faire ce travail seul ou il vaut mieux être accompagné? Il y a tout un tas de supports aujourd'hui qui existent et qui peuvent être très sympas pour venir dénouer certaines choses, des bouquins, des choses comme ça. Après, moi j'ai des personnes qui ont essayé de faire avec ça. Ça leur a apporté quelques outils, mais au final, ils viennent quand même en me disant bon, j'ai essayé, ça a apporté quelques solutions, mais ils n'ont pas abouti le travail en fait. Mais c'est quand même bien parce que ça leur permet d'initier quelque chose et puis de franchir le pas d'un cabinet de thérapeute ensuite. Forcément qu'il y a des nœuds émotionnels qui vont être plus faciles à dénouer que d'autres. Et puis il y en a où vraiment il y a besoin de faire appel à un thérapeute.
Je pense qu'on n'a pas la même perception quand c'est pour soi Oui. et quelqu'un d'extérieur sur la situation. Absolument. Et c'est pour ça qu'un thérapeute, il est souvent mal placé pour accompagner ses proches. Il vaut mieux qu'il y ait un regard extérieur et neutre. Donc c'est pour ça. Ça peut être un premier déclencheur. Okay. Mais pour moi, c'est vrai que se faire accompagner, ça apporte un regard neuf. Okay. Et on va plus vite aussi. Est-ce qu'une prise de conscience, ça peut déjà tout changer? Oui, ça peut déjà changer pas mal de choses. Parce qu'encore une fois, ce qu'on n'a pas monté en conscience ou ce qu'on n'a pas compris, c'est actif. Donc déjà, le fait de comprendre et de se dire « Waouh, ça, ok, je comprends, ça fait sens, j'avais pas vu. » Mais ce que je distille à mes clients, c'est aussi ce que j'ai vécu. J'ai moi-même, personnellement, cru avoir réglé des choses qui, finalement, sont revenues... à un moment donné, on prend l'hypercute, on se dit « Waouh, je croyais que je l'avais travaillé. » Et il y a quelque chose encore de plus grand, une compréhension encore plus grande qui vient émerger de l'événement qui se présente. Et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas que ce qu'on a fait avant, ça n'a servi à rien, c'est juste que ça permet de voir encore plus grand. Donc une prise de conscience, qu'on soit au démarrage ou qu'on ait déjà fait un travail sur soi et qu'il y ait autre chose qui émerge encore, une prise de conscience reste quelque chose de révélateur et qui permet de mettre du sens. Qu'est-ce qui change le plus souvent du coup après ce travail? Toi qui as par exemple eu des clients et une fois qu'ils sont ressortis quelques semaines après d'une séance, on voit que les personnes, elles arrivent à prendre leur place, à exprimer leurs besoins, leurs envies, à moins être soumis au regard extérieur, à prendre une direction qu'elles n'auraient jamais osé prendre avant, s'affranchir de leur peur. La ligne rouge des personnes que j'accompagne, c'est vraiment « je m'autorise cette fois » à exprimer mes besoins, mes envies et à prendre ma place. En fait, c'est ça, le but finalement, c'est d'arriver à se relier à soi et à vivre vraiment épanoui avec la direction qu'on souhaite donner à sa vie. Donc le fil rouge, c'est vraiment ça. C'est des personnes qui, pour quelque raison que ce soit de la peur, de la culpabilité, de la honte, un manque d'estime, un manque de confiance ou autre, la finalité c'est toujours j'ai réussi à enfin prendre ma place et à être l'expression de moi. En tout cas déjà merci Sandra pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi d'avoir créé cet espace. Avec plaisir. Et comme dans chaque interview, du coup, on va échanger les rôles. Donc, tu avais 2 questions à me poser sur la gestion des réseaux sociaux. Oui. Donc, je t'écoute. Alors, je voulais savoir ce que tu pensais de l'utilisation de l'IA pour la création de contenu sur les réseaux. L'IA, ça peut être une bonne aide pour gagner du temps. Mais après, ça va jamais remplacer l'authenticité. Et sur les réseaux sociaux, surtout dans la médecine douce, ce que les gens ils viennent chercher, ça va être le côté humain, qu'on puisse les comprendre, qu'ils se reconnaissent dans ce que vous partagez. Il faut faire attention. Je dirais oui, par exemple, pour tout ce qui va être peut-être les légendes. Oui. Si tu veux qu'ils reformulent un peu mieux ou quelque chose comme ça. En fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment ta vitrine. Donc tes clients, ils se reconnaissent, qu'ils peuvent traverser ça et donc se dire « Ah, mais moi, je traverse ça et je vois qu'elle a une solution pour moi, donc j'ai envie d'y aller. » Donc, ça peut être une aide pour gagner du temps, mais attention à quoi, parce que le plus important, c'est que les gens ils viennent pour le côté humain et pas pour le contenu parfait. Ouais, merci. Oui, parce que j'ai vraiment le sentiment que, moi je l'utilise pas et je trouve que c'est un peu donner une image de ce qu'on n'est pas finalement. Et il y avait quelque chose qui me dérangeait à travers ça. Donc je trouve ça intéressant la manière dont tu as un peu de déculpabiliser et désacraliser aussi, quoi. Et ensuite, alors, je voulais savoir quel était ton point de vue sur la fréquence idéale des posts à faire sur les réseaux, justement. Déjà, il n'y a pas une fréquence parfaite, on va dire idéale. La clé à vraiment garder en tête, c'est la cohérence et la régularité. Donc, moi, je te dirais que 2-3 posts par semaine, c'est assez et c'est très bien pour que tu restes visible, mais que ça t'épuise pas et non plus que tu vas dire inonder le feed des autres. C'est une fréquence quand même qui est très bien, 2 à 3 fois par semaine. Ça permet d'avoir, par exemple, tu peux faire un fil rouge, tu vois, sur la semaine avec une thématique. Et puis, au moins, tu n'inondes pas non plus le feed avec tous les jours des publications. Tout le monde n'est pas tous les jours sur les réseaux sociaux à tout regarder. Par contre, d'estaurer un petit peu tous les jours. 2-3, c'est pas mal pour
créer une connexion avec l'audience. Okay. Et j'ai une autre question. Oui. J'entends dire partout 2026 sur les réseaux, ça va être complètement différent. Il va falloir vraiment changer tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Okay. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Oui. Et on entend ça partout. Donc, qu'est-ce qui est... Alors, j'entends que... il est demandé de l'authenticité en 2026, d'où aussi ma question sur l'IA, parce que je trouvais que c'était aussi contradictoire. Oui. Mais que va être ce grand changement en 2026 que vont attendre les réseaux pour être justement visibles? Alors là, bonne question. En fait, ils disent 2026, mais l'algorithme, il change souvent. Ouais. Donc, il faut juste se tenir à l'actu. Mais ce qui va primer, et surtout dans la médecine douce, en fait, c'est vraiment l'authenticité, que les gens se reconnaissent et ils voient comme j'aime bien dire, une porte ouverte à une solution de leurs problématiques. Donc, maintenant, par exemple, tu vois, les hashtags, c'est passé de t'en mets autant que tu veux à 5. Ok, avant les hashtags, c'est ce qui faisait que tu allais avoir de la visibilité. Bon, mais maintenant, ils vont plus servir à l'algorithme, il trie ton contenu. La régularité, la cohérence et l'authenticité, c'est vraiment ce qui prime et ce qui primera, je pense, toujours. Même avec l'algorithme qui change. Ok. Voilà. Impeccable. Merci. Avec plaisir. Et du coup, avant de terminer cette interview, il y a un rituel auquel je tiens beaucoup. En fait, chaque invité, elle laisse un message à transmettre à la prochaine. Et donc là, c'est Delphine, que tu connais bien, qui t'a laissé un message. Alors, je chausse mes lunettes. Oui. Donc, je te laisse prendre le petit papier. Ah, trop bien. Le lire, et puis si tu veux y réagir. Oh, c'est trop beau. Et c'est très en lien. Avoir le courage de faire les pas que nous avons toujours désiré faire, c'est la seule manière de montrer que nous avons confiance en Dieu. Oh, c'est magnifique. Merci Delphine. Et c'est trop, trop beau. Et tu vois, ça me fait penser à ce qu'on a dit, c'est avoir le courage de faire les pas et les pas vers soi, en fait. Ouais. C'est vraiment ça, la clé de tout. Et faire les choses pour soi d'abord, mais avec la foi aussi que tout ira bien. C'est vraiment ça que je retiens. C'est une très belle phrase. Merci beaucoup à toi déjà pour ta confiance et pour ce bon moment partagé. Et à tous ceux qui nous regardent, si vous souhaitez en savoir plus sur l'univers de Sandra ou prendre rendez-vous tout simplement avec elle, je vais vous laisser son Instagram qui s'affichera juste ici. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Rencontre Énergie. D'ici là, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et à très vite.